et des grosses entreprises. Par exemple, l'American Medical Association est largement financée par les Rockefeller qui se servent de leur argent pour influencer les recherches et les prises de décision de l'AMA. Le médecin moyen, au terme de 4 années d'école de médecine, aura suivi un cours sur la nutrition, soit 2h30 le plus souvent, dont les supports et les programmes sont fournis par le Conseil national du lait et le Conseil national du bétail et de la viande, ainsi que par d'autres industries telles que l'association sucrière, qui commercialise des produits avant tout néfastes pour notre santé. Malheureusement, le système médical est structuré de telle manière que l'enseignement est prioritairement financé par les laboratoires pharmaceutiques. Le but est donc de fabriquer et de vendre autant de médicaments que possible. C'est également pour le médecin comme pour le laboratoire pharmaceutique et l'ensemble des institutions médicales une manière rapide de faire de l'argent. Mais en fait, cela perpétue les problèmes qu'on était censé résoudre. Les effets secondaires peuvent inclure nausées, sécheresse de la bouche et constipation. Baisse des globules blancs qui peut s'avérer grave, effets secondaires sexuels, diarrhée, nausées et somnolence, peut entraîner le coma ou la mort. Jusqu'où iront ces forces pour faire du profit? Iraient-ils jusqu'à supprimer les traitements des maladies, de la même manière qu'ils ont supprimé la technologie de l'énergie libre? Malheureusement, mes recherches m'ont révélé que la réponse est une fois encore oui. Un exemple bien documenté est celui du docteur Royal Rife. Dans les années 1920, le docteur Rife a inventé les microscopes les plus avancés de son époque. Il a également développé une nouvelle technique qu'il a nommée résonance coordinatrice, qui était apparemment capable de détruire les tumeurs cancéreuses et les virus. En 1934, lors de tests cliniques affiliés auprès de l'Université de Californie du Sud, le traitement de Rife a été testé sur 16 patients en phase terminale de cancer. En l'espace de 3 mois, ils ont tous été guéris. Peu de temps après, un laboratoire testant la technologie de Rife a brûlé et un procès sans fondement a été engagé. Grâce aux efforts de Maurice Fishbein, responsable du journal de l'American Medical Association, le laboratoire de Rife a été fermé et ce dernier ruiné. Son travail aussi brillant que prometteur est tombé dans les oubliettes. Il m'a été difficile d'admettre qu'on puisse vraiment supprimer des traitements médicaux. Le cancer a frappé ma famille comme une rivière déchaînée. J'ai découvert que tout était lié au brevet. Si un laboratoire pharmaceutique peut breveter un traitement et en tirer profit, surtout si la prise de ce traitement est à long terme, il le commercialise. Sinon, nous n'en entendrons jamais parler. Rife n'a pas été le seul à avoir ses recherches interrompues. René Kess détenait une ancienne formule des Indiens Ojibwe, très efficace. Harry Hoxsey et Max Gerson utilisaient des remèdes naturels qui fonctionnaient. Mais si vous effectuez des recherches plus poussées, l'AMA les a fait passer pour de complets illuminés. C'est en cela que suivre la trace de l'argent a été si utile, car les mêmes pouvoirs qui contrôlent l'AMA, leur recherche et leur financement, contrôlent également les laboratoires pharmaceutiques. Il y a donc une motivation financière de plusieurs milliards de dollars pour supprimer les traitements qui ne peuvent pas être brevetés. Le fait de savoir que des traitements existent n'a pas soulagé la peine que j'ai ressentie suite à la disparition de tant d'êtres chers atteints de cancer. Cela m'a donné un but vers lequel tourner ma douleur. Je crois que si l'on prend tout l'amour et le dévouement qu'on porte à une personne décédée ou sur le point de mourir, et qu'on l'utilise pour développer et fournir ces traitements aux personnes qui en ont besoin, on peut mettre fin à cet héritage du cancer et se sentir mieux. Aussi difficile que cela a pu être, je suis arrivé à une conclusion inévitable et profondément gênante. Je crois qu'une élite et les entreprises qu'elle dirige n'ont pas seulement pris le contrôle de notre énergie, de nos réserves en nourriture, de notre éducation, de nos services de santé, mais aussi de quasiment tous les aspects de nos vies. Et c'est possible en contrôlant le monde de la finance, non pas en créant plus de valeur, mais en contrôlant véritablement la source de l'argent. Lorsque j'ai suivi la trace de l'argent, j'ai découvert que cela me ramenait au niveau d'une pyramide. Nous nous situons à la base, vacants à nos occupations quotidiennes. Au-dessus de nous se trouve le gouvernement. Ces personnes à qui l'on donne le monopole du pouvoir et qui l'utilisent pour nous taxer et nous contrôler, que l'on soit d'accord ou pas. Mais qui les contrôlent, eux? Au niveau supérieur se trouvent les entreprises.
Beaucoup diraient que désormais, ce sont les entreprises et non pas les États-nations qui dirigent le monde. Ils parlent de corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, cette corporatocratie doit avoir accès à un argent de faible valeur. Les grandes entreprises obtiennent leurs prêts à des taux préférentiels auprès des grandes banques, ce qui signifie que les élites aisées qui contrôlent les plus grosses banques contrôlent ces entreprises. En suivant la trace de l'argent, j'ai appris que presque toutes mes croyances à son sujet étaient fausses. Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons un prêt de, disons, 50 000 $ ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Il s'avère que l'argent prêté ne représente en réalité qu'un neuvième de l'argent dont les banques disposent dans leur coffre-fort. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle les prêts de réserve fractionnaire. La Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale dans tout pays a légalement le droit de fixer le montant qu'une banque doit avoir en réserve. Aux États-Unis, ce montant se situe actuellement autour de 10%. Donc si vous déposez 10 000 $ à la banque en met de côté 10%, soit 1 000 $, puis prête le reste de votre argent. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, admettons qu'une personne vienne à la banque et demande un prêt de 9 000 $ pour l'achat d'une voiture. À ce moment, ce sont les 9 000 $ de votre dépôt d'origine que la banque prête. Dès lors, l'argent n'est plus là. L'emprunteur paie ensuite le vendeur de la voiture et l'argent est déposé dans une autre banque qui fait partie du même système bancaire central. Ces 9 000 $ sont traités comme un nouveau dépôt et le processus continue. L'argent est à nouveau déposé et prêté jusqu'à ce que le dépôt initial de 10 000 $ se transforme en une somme de 100 000 €. Le système bancaire a simplement créé 90 000 $ en prêtant votre argent. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or. L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papier. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de formes en une somme de 100 000 €. Le système bancaire a simplement créé 90 000 $ en prêtant votre argent. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or. L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papier. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de métaux qu'ils n'en avaient réellement. Ils ont prêté ces récépissés et facturé des intérêts sur de l'argent, en l'occurrence de l'or, qu'ils ne possédaient pas réellement. C'est ainsi que notre système de réserve fractionnaire a vu le jour. Dans ce système, les banquiers sont supposés créer de l'argent à partir de rien, alors que le reste d'entre nous doit travailler dur pour le gagner. Cela a engendré une forme moderne de servitude, dans laquelle la masse de la société travaille désormais pour s'acquitter de ses dettes auprès des banques. Avec ce schéma de système de réserve fractionnaire, nous devenons inévitablement des esclaves de la dette d'une classe dirigeante financière. Non pas parce que ces dirigeants sont meilleurs ou plus intelligents, mais parce qu'ils ont manipulé le système à leur avantage et au détriment de la plupart des gens sur la planète. Catherine Austin Fitts est une experte de la question.
Elle a été sous-secrétaire d'État au logement et au développement urbain pendant le mandat du président Bush, père, puis conseillère auprès de l'administration Clinton. Faisons une partie de Monopoly et admettons que vous souhaitiez acheter la rue de la Paix. Je peux tout simplement imprimer de l'argent en permanence, m'en donner plus et abaisser ainsi la valeur de votre argent en imprimant toujours plus. Peu importe que vous travailliez dur ou que vous réussissiez dans la vie, je peux toujours vous acheter gratuitement. Alors comment se fait-il que si vous ou moi créons de l'argent, cela s'appelle de la contrefaçon, mais que si ce sont les banques qui le font, on appelle cela de l'augmentation des réserves en argent? Comment les banques ont-elles obtenu ce pouvoir? C'est en 1910, sur l'île Jekyll, que les représentants des familles Rockefeller, Rothschild, Morgan et d'autres banquiers privés se sont réunis en secret pour rédiger l'avant-projet de législation qui créera la Réserve fédérale américaine. Ed Griffin a retranscrit dans un livre ce qui s'est passé sur l'île de Jekyll. Les banques centrales sont des cartels bancaires qui ont établi un partenariat avec les gouvernements respectifs des pays où elles opèrent et à qui on a donné le monopole de la création des réserves d'argent d'une nation. C'est le cadeau que leur ont offert les politiciens, si l'on peut dire, pour le partenariat. Que font les banquiers pour les politiciens en retour? Puisqu'ils détiennent le pouvoir légal de le faire, ils promettent de créer de l'argent à partir de rien, chaque fois que le gouvernement en a besoin. Et depuis 2008, nous avons été les témoins de la plus importante période d'impression de faux argent de l'histoire. Ce tour de passe-passe